moi, j'ai travaillé autrefois sur le monde de l'entreprise, mais plus aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de choses qui ont lié au big data numérique en général, et moi, au monde de l'entreprise, encore que je vais du coup y revenir. Peut-être que dire pour commencer, mais de façon très globale et en sociologue, moi, il me semble que il y a une petite préface à faire à toutes ces questions. C'est que, et alors moi, connaissant bien le monde des technologies numériques, là, je suis habitué au truc, il y a des effets de mode. Voilà. Il y a la Silicon Valley, moi maintenant je dis, c'est Hollywood, c'est-à-dire ils nous vendent des concepts, tous les 5 ans il y en a un nouveau qui apparaît. Donc là c'est Big Data, il y en aura un nouveau après. Maintenant c'est intelligence artificielle. Et alors, il y a toujours une réalité derrière. Et là, je pense vraiment qu'il y a une vraie réalité derrière. Mais il y a aussi une série de promesses absolument incroyables et qui sont évidemment très très loin d'être réalisées, AlphaGo ou pas. J'y reviendrai. Alors, quel est le point de vue, moi, que j'ai essayé de développer en sociologue, et alors, dans le débat, il y a deux choses. Il y a les données. Et il y a un enjeu sur les données. Alors, des données, on en a depuis tout le temps. Dans la science, on en a depuis tout le temps. Dans l'entreprise, le data mining, c'est pas une invention très, 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 très récente. Alors, ce qui est nouveau avec le big data, c'est qu'il y en a beaucoup plus avec le numérique parce qu'il y a des capteurs et que le numérique enregistre tout. L'air de rien, les processus d'entreprise, j'y reviendrai, je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi bien enregistrés que le sont le numérique. Donc ça va être un enjeu de la discussion, je pense. Et du coup, ça crée une hétérogénéité et un volume de données considérable qui est là relativement, effectivement, original et nouveau. Et puis à côté des données, il y a les calculateurs, et qui sont la question des algorithmes. Alors, je vais aller très vite parce que finalement, je crois que ce n'est pas au cœur du débat, mais moi, ce que j'ai essayé de faire dans l'ouvrage, c'est dans le débat, qui évidemment a toujours un débat très clivant, il y a les hommes et il y a les machines, et puis il y a une sorte de combat. Voilà. Bon, c'est une représentation évidemment très très caricaturale des choses. Et surtout quand on se représente la machine, soit on lui prête une intelligence incroyable, ce qu'on est en train de faire avec le retour de l'intelligence artificielle, soit on lui prête une bêtise crasse parce qu'elle calcule bêtement et idiotement, elle rationalise, elle est bête, elle est idiote, etc. Donc d'abord, il faudrait savoir si la machine est subtile ou pas subtile. Mais surtout, moi, ce que je cherche à souligner, c'est l'idée que les calculateurs sont fabriqués par des équipes d'ingénieurs qui appartiennent à des entreprises, qui ont des intérêts, qui ont des logiques et qui prêtent aux calculateurs des intentions pour produire un monde. Et moi, je pense qu'il est très central dans la société des calculs qui s'avance avec nous, c'est l'idée que, depuis l'aube de l'humanité, nous sommes équipés d'artefacts multiples divers, dont l'écriture, le livre a été évidemment au cœur de ces techniques de transfert de la mémoire vers les objets, vers l'environnement. Aujourd'hui, on en transfère de plus en plus vers des calculateurs numériques, et évidemment, dans ce processus, on produit un environnement dans lequel nous nous plions pour vivre, travailler, aimer, rencontrer, etc., etc. Et que du coup, la forme que l'on donne au calcul produit un environnement qui est différent. Pour ne pas être métaphorique, mais, enfin, mon algorithme préféré, finalement, pour faire parler cette idée-là, c'est l'algorithme électoral. Un système électoral, c'est exactement un algorithme, c'est une suite d'instructions pour transformer une masse de bulletins en représentation dans une assemblée. Et donc il faut faire un calcul pour faire cette opération de transformation qu'on appelle le système électoral. Et si on choisit un système électoral uninominal à un tour, on a une situation bipolaire à l'anglaise, dans lequel on a deux partis, puis on n'a jamais de troisième parti, il essaie toujours. Et donc les Anglais vivent dans un monde qui est bipolaire. Ils naissent, ils vivent et ils meurent dans un monde qui est structuré par l'idée que l'espace politique est bipartisan. Ça va structurer quand même leur représentation politique, leur manière de se positionner. Ça forme le monde. Un Israélien qui vit dans un système proportionnel, il vit dans un espace qui est fondamentalement multipolaire. Et dans lequel il y a des alliances entre les partis, etc. Ce n'est pas le même espace politique, ce n'est pas la même socialisation politique. Donc moi, c'est ce que j'entends quand je dis choisir un algorithme. Dans les choix qui sont faits par les concepteurs, on va produire une représentation qui va structurer différemment l'espace dans lequel on va habiter, dans lequel on va vivre, etc. Et donc ce que j'essaie de faire sur les données numériques, mais je ne vous ennuie pas avec ça, c'est de montrer que dans l'histoire du web, on a calculé la manière de représenter, de classer, de ranger l'information avec des techniques qui sont fondamentalement différentes parce qu'elles
correspondent à des représentations différentes, soit par l'audience, et le marché publicitaire fonctionne avec du clic de visiteur unique, et donc il considère qu'il y a un centre de la société, puis qu'il y a les plus populaires, puis les moins populaires, et les plus populaires, c'est ceux qui ont cliqué beaucoup, et ceux qui ont cliqué beaucoup de façon très démocratique, ils n'ont qu'une seule voix, et c'est tout le monde a la même voix, on compte le nombre de visiteurs uniques, et donc on fait de l'audience. Mais Google est arrivé et a inventé une autre manière, beaucoup plus originale, de classer le web. Il a dit, les sites qui vont être en tête pour les mots-clés sont les sites qui ont été les plus cités par des sites qui eux-mêmes ont été beaucoup cités. Donc c'est un principe d'autorité, qui n'est pas la popularité, même si évidemment les deux se rebouclent. C'est aussi la manière dont les chercheurs sont évalués. Les articles scientifiques qui ont été cités par beaucoup d'autres articles font la réputation des chercheurs et leur H-index, etc. C'est une reconnaissance par les pairs. Google, depuis 15 ans, se dispute contre le marché du référencement pour calculer, vérifier que quand on fait un lien de citation hypertexte, on transfère bien de l'autorité, parce que ce qu'il cherche à mesurer, c'est l'idée que l'autorité est la meilleure approximation de la qualité de l'information qu'il va ramener sur cette première page. Un monde organisé par la popularité ne ressemble pas à un monde organisé par l'autorité. Les algorithmes du web, les métriques du web social, les petits compteurs d'amis, de retweets, de viralité, etc., ont décidé qu'il n'y avait plus de centre. Mais que l'individu, quand il choisit des amis sur Twitter, sur Facebook, etc., il dessine un espace affinitaire dans lequel chacun va produire sa réputation. Et la manière de calculer la réputation par les techniques de calcul du web, c'est de mesurer l'effet que mes messages ont sur les autres, parce qu'ils les like, parce qu'ils les retweetent, parce qu'ils les, etc. Donc on produit un espace dans lequel c'est la réputation qui organise la hiérarchie et la visibilité des informations. Et puis, et c'est là que je vais m'attarder, la quatrième famille de techniques de calcul algorithmique, c'est celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit encore très très présente dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que je pense qu'on est encore à l'état de promesse, mais elle est en train en tout cas de bouleverser les trois autres familles, en tout cas de s'intégrer dans les trois autres familles, popularité, autorité et réputation, qui est la prédiction. Et la prédiction, elle calcule des informations qui ont beaucoup de particularités, qui est d'abord de dire, et c'est là qu'il y a un débat chez les gens des big data par rapport à certaines des promesses là, qui ont été listées tout à l'heure, c'est de dire il ne faut pas s'occuper de ce que les gens disent, il faut s'occuper que de leur comportement. Et ça, je pense, c'est le premier trait de l'idée des big data. On a beaucoup essayé depuis 7 ou 8 ans de se dire, et beaucoup essayent toujours, et ils ont raison d'essayer, et on peut faire des choses très intéressantes. Les réseaux sociaux, Twitter, tout ce que disent les gens, l'analyse sémantique, etc., on peut en tirer du signal pour prédire des choses. Mais bon, on n'y arrive pas bien. Voilà. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais on ne prédit pas les élections, on ne prédit pas le cours de bourse, on ne prédit pas la réussite d'un film. Pour l'instant, ça marche très mal. Il y a des problèmes de représentativité statistique assez évidents. Il y a quand même, pour l'instant, encore des choses à craquer en termes d'analyse sémantique qui sont loin d'être résolues. Et donc, l'exemple que je prends souvent, c'est que si on avait écouté Twitter, l'Écosse serait indépendante. Les gens favorables à l'indépendance de l'Écosse ont beaucoup dit sur Twitter. Ceux qui ont voté pour rester dans le Royaume-Uni ne se sont pas exprimés, effet d'autosélection, bien connu des statisticiens. Et évidemment, entre l'expression et la réalité, il y a un décalage. Et les gens des big data les plus durs, on pourrait dire, s'appuient beaucoup sur cette idée-là que les représentations des gens sont un mauvais indicateur pour beaucoup des prédictions qu'on pourrait faire. Dans les enquêtes, 20% des gens disent regardez Arte, la réalité statistique d'Arte c'est 3%. Donc ce décalage-là, il faut l'attraper par les comportements. Et ce qui arrive avec les objets connectés, avec les traces de navigation, avec le RTB, c'est on s'occupe du comportement, on se place sous les données, on essaye le moins possible d'être identifié par les utilisateurs parce que sinon ils vont mettre en place une boucle réflexive pour agir sur les données. Et ça c'est malheureux parce que loi de Strawhorn, dès que les individus savent qu'ils sont enregistrés par une métrique, un indicateur, un palmarès, quoi que ce soit, ils agissent en fonction du palmarès et donc ils déforment la structure de représentation qu'ils cherchent à faire. Et on dit que certains chercheurs se citent comme ça pour pouvoir être cités en retour, sûr, par exemple. Bien sûr. Mais c'est un jeu classique. Google aussi rêverait qu'on ne triche pas avec le calculateur, mais il y a un marché entier, le SEO, qui est destiné à tricher avec les règles du calculateur. Donc,
il y a cette boucle qui se met en place et l'idée c'est d'attraper les comportements et c'est vraiment au cœur, moi je crois, des dynamiques actuelles du machine learning, c'est de prendre les traces. Hein. C'est une logique de la trace, de l'objet connecté, du signal implicite qui se loge sous les comportements des individus. Alors la deuxième chose que je voudrais dire, et pour reboucler et revenir sur l'entreprise, c'est qu'on prend les traces et il y a une dite nouvelle techniques statistiques qui se développent considérablement, qu'on appelle les méthodes d'apprentissage de machine learning, qui ne sont évidemment pas nouvelles du tout, hein, qui existent depuis très longtemps. On peut les faire remonter d'ailleurs beaucoup à Thomas Bayes, donc, qui est un révérend anglais du XVIIe siècle. Donc vous voyez, Laplace, Bayes, hein, c'est eux les fondateurs de cette statistique, mais qui, profitant des nouvelles capacités de calcul, permettent de réaliser un modèle statistique de probabilité subjective qu'on ne pouvait pas mettre en place précédemment. Et donc là, il y a un effet technologique massif sur ces techniques d'apprentissage. Alors, je voudrais en profiter pour faire une petite digression qui va me faire, j'espère, retomber sur mes pattes, mais sur le monde de l'entreprise, qui est ce qui est en jeu dans les techniques d'apprentissage, c'est que, et alors ça a beaucoup de conséquences, enfin je pense d'effets intrigants, c'est que je vais recommencer autrement. L'intelligence artificielle en est à sa troisième vie. Hein. Donc là, on a l'impression que c'est neuf, mais en fait, dans les années 50, avec les cybernétiques, tout le monde parlait d'intelligence artificielle. Dans les années 80, tout le monde parlait d'intelligence artificielle. C'est mort dans les années 70, c'est mort dans les années 90. Bon, ça renaît là. Et ça fait exister un terme qui est étrange, hein, parce que qui est compliqué à manipuler. Alors qu'est-ce qui s'est joué dans ces naissances et morts de l'intelligence artificielle? C'est l'idée anthropomorphe que nous allons confier à un calculateur des formes de raisonnement que nous pensons être les formes du raisonnement humain. Nous ne savons pas très bien d'ailleurs quelles sont les formes exactes du raisonnement humain. Mais dans les années 80, ce qui était très fortement poussé dans ce qu'on appelait le modèle intelligence artificielle et système expert, c'est l'idée que la machine, on lui apprenait des règles symboliques. Et par symbolique, j'entends comprendre les règles. Et donc, on va lui apprendre toutes les règles. Et puis, si elle a bien appris toutes les règles, avec tous les cas, les possibilités, etc., elle va prendre les bonnes décisions parce qu'elle aura un système expert de connaissances très, très forte. Ce programme a échoué. Et il a échoué devant une chose forte, qui est le contexte. C'est-à-dire qu'on a beau apprendre, on lui a beau lui avoir appris toutes les règles, les variations de contexte sont si nombreuses dans la vie réelle qu'elle ne peut pas tout prévoir et qu'appliquant la règle, elle devient idiote et bête. Même dans des situations sociales qui sont très réglées, comme le diagnostic médical. Hein. Et face à cet échec, s'est déployé depuis les années 90 et les années 2000 une autre stratégie qui est de dire on ne va pas apprendre des règles aux machines et aux calculateurs, elles vont faire des statistiques de façon très puissante sans avoir des règles symboliques. Elles vont avoir des toutes petites règles, des micro-règles. Hein. Et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec le deep learning et le retour de l'intelligence artificielle, ce sont des machines qui apprennent elles-mêmes des règles que nous ne pouvons plus comprendre, parce que ce n'est plus des grandes règles symboliques extrêmement documentées et fortes, mais c'est un ensemble de très très bas niveau de petits patterns statistiques qui ont été distribués dans des réseaux de neurones qu'on met en couche, hein, et qui se déclenchent à 0,1 avec un petit alpha, et puis qu'on rétropropage pour les régler. Donc la machine apprend un modèle que nous ne pouvons pas lire ni comprendre. Hein, et qui ne peut plus être décrit dans un langage symbolique. Et pour l'apprendre, elle a besoin qu'on lui donne des données en entrée et qu'on lui donne un objectif. L'apprentissage est dit supervisé. Donc on prend 100 000 photos, on a 10 000 photos, on sait qu'il y a des chats dessus, et la machine va faire tourner un modèle pour apprendre le modèle chat. Et puis les neurones vont se distribuer d'une certaine manière pour reconnaître le modèle chat. Et puis ensuite, on va appliquer le modèle sur les 90 000 autres photos et il va trouver les chats. Et ça marche. Et c'est une vraie transformation statistique extrêmement importante. Mais alors, j'incite bien, c'est pour ça que je vous ai essayé de vous décrire un peu très, très maladroitement ce que ça faisait, c'est qu'on sait qu'il y avait des chats sur les photos. Donc on lui a appris quelque chose de très bête, on lui a donné un objectif extrêmement bête pour qu'elle apprenne un modèle pour identifier des chats. Jouer au jeu de Go, c'est extrêmement simple parce qu'il n'y a pas de contexte.
il y a plein de parties possibles, mais le nombre de coups, ils sont infinis, mais le nombre de cases sur l'échiquier, ils sont en nombre très très limité. Et puis il n'y a pas de contexte, il fait froid, il fait chaud, est-ce qu'on est de bonne humeur, est-ce qu'on est de mauvaise humeur, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin la vie, quoi. Hein, les choses de la vie ne sont pas dans le cadre du jeu de Go. Donc si la machine joue des millions de parties contre elle-même, elle peut très facilement apprendre un modèle extrêmement logique, extrêmement rationnel, parce que l'espace de cadrage des variations possibles des déplacements des pièces est limité. Hein. Alors, j'insiste là-dessus parce que si on vient sur le monde de l'entreprise, et avec c'est ce qui a donné là le sentiment, dans les commentaires qu'on a entendus, que AlphaGo était créatif. Mais on peut devenir créatif dans un espace. Ce que je cherche à dire, c'est que c'est un espace limité. Hein. C'est un espace limité où il n'y a pas toutes ces 1000 variations. Hein. Vous voyez, par exemple, cet algorithme, on dit beaucoup pour la recommandation musicale. Ça marche très bien, c'est de très bons algorithmes parce que ça marche sur un principe de régularité des goûts qui est extrêmement simple. Mais me proposer une musique le matin, mais comment je me suis réveillé, est-ce que j'ai eu un coup de fil avec ma mère et je me suis disputé, du coup je ne suis pas de bonne humeur, et puis aujourd'hui, toutes ces variations-là, elles ne sont pas dans les données. Et du coup, il est probable qu'elles vont influer sur le type de musique que j'aurais aimé écouter là, parce qu'il y a 1000 variables de contexte, il y a ma fille qui traîne dans les parages, voilà. Toutes ces choses-là ne sont pas dans les données. Si dans les données, vous avez l'ensemble des pièces du jeu, etc., et que vous faites des millions, parce que ce qu'a fait AlphaGo, c'est qu'il a appris contre lui-même. Il a appris les parties des grands maîtres, puis il a joué contre lui-même, et comme il y a un indicateur de performance, est-ce que c'est un bon coup ou pas un bon coup, on peut estimer le truc, et puis on règle progressivement les neurones, un neurone plus Monte Carlo, et puis on arrive à faire un système qui joue contre lui-même. Mais encore une fois, le contexte n'est pas là. Alors, ce que je voudrais dire, c'est, si on réfléchit à la question de l'entreprise, moi, il me semble que ce qui va se jouer dans les techniques d'apprentissage de ces données dans le monde de l'entreprise, c'était très très proche de la dynamique qui se joue dans le monde de rationalisation des outils de communication au travail depuis 20 ans, c'est-à-dire ERP++. C'est-à-dire qu'il va falloir donner aux calculateurs des signaux de reporting extrêmement nombreux pour arriver à documenter les contextes ou bien à bien les codifier et les rationaliser. Hein. Et donc, il y a une obligation quand même à ce que, pour produire des prédictions justes, et ce qui se passe dans les flux de gestion, dans les flux de stock, dans les flux comptables, etc., où les variables ont été calibrées, les gabarits de classification ont été éprouvés, les systèmes de reconnaissance ont été bien catégorisés, etc. À partir du moment où on a domestiqué un système de signaux qui est relativement stable, là, les calculs de plus en plus performants vont produire des résultats de plus en plus performants. Mais si la tâche du cadre, c'est la stratégie, la créativité, etc., c'est précisément tout ce que j'ai essayé d'appeler le contexte ici, qui revient en jeu et qui n'est pas dans les données. Hein. Voilà, c'est toujours dire que le numérique est partout et capture beaucoup de signaux, c'est vrai, mais penser que nos vies entières sont dans les signaux numériques, c'est souvent relativement imprécis. Alors peut-être je peux finir juste avec ça en disant que ce qui est très présent dans les choses que j'ai pu observer, c'est que les techniques prédictives qui marchent bien ont une trace très propre de vérification de l'efficacité de la prédiction. Hein, et donc ce qui est très nouveau dans le big data, c'est d'abord que c'est du temps réel, et dans lequel on a une base de données, peut-être un peu hétérogène, peut-être un peu sophistiquée, peut-être de temps en temps un peu non structurée, pas trop quand même, il faut qu'il y ait un bon signal dans la base de données. Et puis, en boucle, il y a un signal qui dit si la prédiction a été efficace, qui permet de réviser le modèle. Hein, et donc ce système boucle constamment. Google sait si pour tel mot-clé, vous avez cliqué sur le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième lien. C'est une information absolument décisive, parce qu'il a la réponse d'efficacité de sa prédiction. Vous avez cliqué sur le troisième et vous n'êtes pas revenu sur la page. Ça veut dire que le troisième est sans doute bon. Il garde l'information, il révise le modèle pour les suivants ou pour vous personnaliser. Donc cette boucle-là constante, dans laquelle le modèle peut utiliser une information pour se réviser, marche pour la recommandation musicale, marche pour les recommandations Netflix, Amazon, marche bien pour Google, mais c'est beaucoup plus difficile quand on a des données à froid et quand on n'a pas cette mesure de l'efficacité de la prédiction qu'on peut réintégrer constamment dans le modèle. Sinon, moi je pense qu'on peut se diriger vers
une accélération, une intensification des processus de rationalisation. On se met à tout compter pour mettre tout en indicateur, mais on continue à produire des indicateurs qui sont à moitié vrais, à moitié faux, toujours incertains, souvent contestés. Et si on n'a pas de moyen de les valider dans une boucle, on ne fait pas vraiment de la big data prédictive, on est tout simplement en train de poursuivre le travail de rationalisation du travail salarié. Et du coup, peut-être, mais là, je dis ça avec une extrême prudence parce que je ne travaille pas sur la sociologie des entreprises et des organisations, à augmenter auprès des cadres les charges qui sont plutôt des charges de monitoring, reporting, plutôt que des tâches stratégiques. Je ne veux pas être trop pessimiste en disant ça, mais ça peut être un risque associé à ce déploiement massif d'une logique de calcul qui est assez proche des ERP finalement.